particulièrement émue parce que ces deux femmes, et je pèse le mot, sont deux héroïnes. Et donc on a énormément de chance de les avoir à nos côtés aujourd'hui. Ce sont des personnes exceptionnelles et je vais prendre quelques minutes pour vous dire qui elles sont. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux femmes qui ont soudain apparu dans le contexte de la guerre. C'est des personnes qui avaient un trajet auparavant et qui s'engageaient pour leur pays avant ça. Donc je vais commencer par les raconter qui elles sont, c'est aussi raconter les femmes dans la guerre en Ukraine. Donc je vais commencer par ce qui les rassemble. Donc l'une comme l'autre, Irina Tilsik et Maria Merlinska, sont nées toutes les deux dans les années 80. Vous êtes toutes les deux diplômées, l'une en histoire, l'autre en cinéma. Et surtout, vous vous connaissez, vous avez travaillé ensemble pour ce même film, Le Bataillon Invisible. Alors le Bataillon Invisible, c'est devenu en Ukraine une sorte de nom commun qui désigne le bataillon, vous l'avez compris, des femmes qui combattent. Et on va revenir à la façon dont cette expression s'emploie. Avant l'invasion russe du 24 février, vous aviez chacune, de votre côté, pris part aux deux événements qui ont marqué l'histoire de l'Ukraine cette dernière décennie. Alors, je parle bien sûr de Maïdan en 2014, ces immenses manifestations contre la corruption, contre des élites ukrainiennes et contre la mainmise de Moscou sur la société ukrainienne malgré l'indépendance de 91. Donc, toutes les deux, vous participez activement à ce soulèvement. Il dure 4 mois. Une centaine de manifestants sont tués. Maria Merlinska, votre vie bascule à Maïdan. Depuis, vous vivez dans l'instant, je vous cite, avec l'impression que tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc, quand la guerre éclate dans le Donbass, quelques mois plus tard, la même année, en 2014, vous allez rejoindre la ligne de front. Maria Merlinska, vous téléphonez à de nombreuses unités. Vous dites, si vous m'ordonnez de brûler un char, je le fais. Si vous me dites d'éplucher les pommes de terre, je le fais aussi. Aucune de ces unités n'a voulu de vous. Seul le bataillon Haïdar vous accepte. Un bataillon parmi les plus mal équipés d'Ukraine à cette époque. Donc, ce sont des gens qui récupèrent les armes sur les personnes tuées pendant les combats, sur des morts amis ou ennemis. Ils vous répondent, nous avons besoin d'un pilote de drone, il faut venir d'ici 5 jours. Vous cherchez le mot drone sur Internet, car vous ne connaissez pas cette pratique. Vous suivez immédiatement la formation de 5 jours et vous rejoignez la ligne de front le 1er septembre 2015. Quand vous y arrivez, la guerre est... Je vous cite une fois encore, j'ai peur et j'ai honte d'avoir peur. J'ai honte aussi de ne pas être venu plus tôt. Mais ça y est, vous y êtes. Votre indicatif militaire, c'est, ça va vous parler à ceux qui sont français dans la salle, Marie Curie. C'est là que votre parcours devient singulier. Vous êtes engagé sur la ligne de front, mais sur une double ligne. Et c'est là que j'attire vraiment votre attention. C'est-à-dire que Maria va être combattante bien sûr contre les Russes, et c'est ça l'action principale, mais elle va aussi être combattante à l'intérieur de l'armée ukrainienne pour la défense des droits des femmes ukrainiennes combattantes. Et ce double engagement fait sa force et sa singularité. Donc sur le front, pour ainsi dire, les femmes sont à cette époque dans un no man's land légal. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas droit à tous les postes. Les engagements sont restrictifs. Elles ne peuvent pas conduire certains véhicules, elles ne peuvent pas porter plus de 7 kilos, elles ne peuvent pas être, par exemple, interprètes, tireuses d'élite, elles ne peuvent pas chercher des renseignements, elles ne peuvent pas combattre. Alors évidemment, elles le font. Pendant la guerre du Donbass, ces années 2010, donc avant l'invasion, plus de 10 000 femmes ukrainiennes vont être sur le front à divers postes. Officiellement, elles n'y sont pas. Tireuses d'élite, conductrices, elles sont cataloguées comme cuisinières ou femmes de ménage. Ça veut dire que leurs droits ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Elles ne sont parfois pas payées, c'est souvent le cas, et quand elles sont payées moins que les hommes. Quand elles arrêtent de combattre, quand elles sont vétérans,
elles n'ont pas les mêmes droits sociaux, elles n'ont pas non plus les mêmes droits, les mêmes soins médicaux quand elles sont blessées. C'est dans ce contexte que va naître son projet de faire le bataillon invisible. Le bataillon invisible consiste à défendre le droit des femmes combattantes. Auparavant, elle a écrit évidemment un rapport à l'ONU, rapport qui va faire grand bruit sur les femmes combattantes dans la guerre en Ukraine et ailleurs. Une des femmes qui témoigne dans ce rapport a cette phrase terrible, elle dit quand les services sociaux ukrainiens ont appris que je combattais sur le front, ils m'ont menacé de me retirer mes enfants. Donc on a là ce double combat qui fait cette singularité. Et petit à petit, elle va continuer dans cette ligne et va demander à un tribunal à Kiev de la reconnaître comme combattante. C'est fait dans un premier temps. Dans un second temps, le ministère de la Défense lui-même fait appel de sa décision pour qu'elle soit annulée. Le ministère fait marche arrière quelques mois plus tard. Maria est reconnue comme combattante et le processus commence. Donc en 2018, les lois changent, les femmes sont reconnues comme combattantes et donc l'égalité finit par arriver dans les tranchées. La chose arrive en 2019. Jusqu'alors, les femmes ne peuvent pas avoir de grade dans l'armée. Elles peuvent être chair à canon, mais pas gradées. En 2019, elles ont enfin l'occasion de pouvoir étudier dans la collège militaire et donc pouvoir accéder à la hiérarchie. Malheureusement, souvent, vous le savez, les préjugés sont plus longs à venir que les lois. En 2020, donc il y a 3 ans seulement, le ministère de la Défense et l'état-major ukrainien avaient demandé aux femmes combattantes de défiler en escarpins et talons hauts pour le jour de l'indépendance. Finalement, ils ont renoncé au projet. Et quand vous regardez femmes combattantes en Ukraine, et là je prêche pour chez moi, la plupart des journalistes choisissent de mettre des photos de combattantes en treillis avec un petit chat, ou de faire des gros plans et des photos en gros plan sur des femmes avec... I'm going to speak in Ukrainian, but first of all I would like to say a few words in English, in French, and pardonnez-moi my pronunciation, mon prononce. Bonsoir, je tiens à vous remercier, la communauté ukrainienne, le peuple français pour votre soutien et l'opportunité d'être ici. Ma mère, elle est professeure de French Literature and Language. Ma mère aime beaucoup les cultures françaises et la littérature française. Je me souviens des poèmes de Guillaume Apollinaire et des chansons d'Edith Piaf, de mon enfance. Sous le pont Mirabeau, coule le Seine, et nos amours, fait-il qu'il m'en souvienne. Vient la nuit sans l'heure, les jours sans vont, je demeure. And excusez-moi, the next speech will be in English and Ukrainian, but I would like to thank you and merci beaucoup. It's an honor and pleasure for me to be here, and again, it's a great culture. It's a great culture of resistance. Égalité, liberté, égalité, fraternité. The same for us. Thank you. Merci beaucoup. Talking about Ukrainian women, the situation is really bad if we talk about human rights and if we talk about, military rights. Our ambassador said that it's about 46,000 women in Ukrainian army. To be more correct, it's about
quarter of all army. And our army, it's about 1 million people as of now. That's why a lot of women, we have good law talking about equality, gender equality, as of now. And Invisible Battalion project was an instrument for us to advocate these rights for Ukrainian women. But we have different problem now. The different problem is that a lot of women, they have a lot of injuries. We have a lot of deaths because, a lot of rapes, because Russian soldiers they are barbarians. They're extremely how to say it? I can't find the word how to describe these cases when, for example, it's not about they are not only very violent towards military women, but towards civilian women. And we have a lot of cases when they killed mom near children, or they raped moms near their, near children and family and so on. So a lot of cases, a lot of violation, and I know that women, one of categories that suffer a lot during the war. And 9 years ago, 8.5 years ago, when my war started, because not 1 year ago war started, not with full-scale invasion, but war started in 2014, when Russia occupied Crimea and Donbass. So I remember that Іра запитує, чому я говорю англійською? Vos relations avec vos compagnons de combat, est-ce que ça vous a mis dans une position particulière? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Quelles ont été leurs réactions quand vous avez entamé ce combat? Very good question. Чесно кажучи, to be honest, я буду говорити українською, щоб ви могли перекладати. Чесно кажучи, спочатку було дуже важко, тому що старі генерали думали, що їм вдасться зберегти такий певний статус-кво, так, і зберегти цю позицію. І сказали мені, що нічого не вийде, тому що перед тим, як ми зняли фільм з Ірою та іншими режисерками, ми зробили соціологічне дослідження ще в 2015 році. Тобто це була велика адвокаційна кампанія, яка налічувала дуже багато всього. À vrai dire, la situation n'était pas simple car les vieux généraux pensaient qu'ils allaient pouvoir maintenir les choses sans les changer. Et avant que nous ayons fait le film avec Irina, nous avons fait un sondage en 2015. Але старі генерали зробили одну ключову помилку. Вони сказали нам, що у нас нічого не вийде. Et ces vieux généraux ont commis une erreur fatale et ils nous ont dit que nous n'y arriverons pas, que nous ne réussirons rien. І тому прості дівчата, солдати, добровольці сказали, немає нічого, що не може зробити українська жінка, і жінка взагалі. Et donc les simples combattantes, les volontaires, les bénévoles ont répondu, il n'y a rien qu'une femme ukrainienne ne puisse faire, il n'y a rien qu'une femme ne puisse faire. Це справді зайняло в нас роки часу, але ми билися одна за одну, ми відчували дух сестринства. Я дуже люблю битися за своїх дівчат, я не бачу в цьому перешкод, і тому немає, коли ти б'єшся за своїх, немає нічого неможливого.
Nous nous sommes battus et nous avons ressenti tout au long de ce combat cet esprit de sororité. Nous nous sentions l'une l'autre et à vrai dire, rien n'est impossible lorsqu'on se bat pour les autres. Це було весело. І ми перемогли. C'était très gai et nous avons gagné. Donc Irina Tsilik, votre combat est surtout sur le front culturel. Vous avez écrit 8 livres, tant sur la littérature pour enfants que de poésie, on en entendra certaines tout à l'heure. Vous avez tourné plusieurs courts-métrages de fiction, plusieurs documentaires aussi. Est-ce que vous vous connaissiez toutes les deux avant le tournage du Bataillon Invisible ? I did read her poems because it's geniusly. Добрий вечір. Я теж, перш ніж відповісти на питання, хочу сказати, що Франція була першою країною, куди я поїхала після повномасштабного вторгнення. І з одного боку це був безкінечний шок, бо я одразу потрапила в Канни. Bonsoir, donc avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord également dire quelques mots. Tout d'abord, la France était le premier pays que j'ai visité, où je me suis rendue après le début de la guerre. Et c'était un très grand choc puisque ce voyage était pour le festival de Cannes. Тобто ви можете собі уявити контраст, коли ти приїжджаєш з України, в якій війна в кожному місті, і в моєму також, я живу в Києві, і тут Канни. Ну, ви знаєте, що таке Канни. Donc vous imaginez ce contraste de venir d'un pays où il y a la guerre, où chaque ville est menacée, où ma ville, la capitale, la ville de Kiev, est donc en guerre et se retrouver à Cannes. Je ne veux pas vous expliquer ce que cela représente. Але я отримала таку хвилю підтримки від французів, якої я ніколи не чекала. Я чомусь думала, що ми незрозумілі, наші проблеми далекі. І тут мої всі стереотипи розсипалися як картковий будиночок. Et j'ai ressenti une telle vague puissante de soutien, j'ai été tellement boostée par tout ce que j'ai pu voir. Il me semblait que nous étions trop loin, que nous n'étions pas très compréhensibles, que en fait tout cela va passer en dehors, va rester en dehors des Français, et au contraire, donc toutes mes illusions, en quelque sorte toutes mes idées reçues se sont effondrées comme un château de cartes. І також минулого літа у мене був кінопрокат у Франції мого фільму. Відповідно, було багато розмов з різними глядачами. І я дуже запам'ятала, як підійшов до мене один хлопець, француз, і сказав: ми живемо в зовсім іншому вимірі. Нам невідомо, що таке та війна, яка відбувається з вами сьогодні. Але ми пам'ятаємо дещо про те, що таке окупація, ми знаємо, що таке сила спротиву, і ми намагаємося бути з вами на одній хвилі, і для мене це було дуже цінно. Également, à peu près au même moment, mon film est sorti sur les grands écrans et donc j'ai pu suivre un petit peu la promotion. J'ai eu plusieurs rencontres avec les spectateurs, discussions, et je me souviens d'un homme qui est venu me voir en disant que certes, nous vivons dans une autre dimension. Nous ne connaissons pas la guerre, nous ne savons pas ce qui se passe réellement dans votre pays, mais nous avons de la mémoire, nous connaissons l'histoire, nous avons connu également l'occupation, et donc nous pouvons comprendre un petit peu de ce qui vous arrive, ce qui se passe dans votre pays. Що стосовно невидимого батальйона, коли Марія до мене звернулася, до цього я знімала винятково ігрове кіно, і документалістика була для мене чужою територією. En ce qui concerne le film, lorsque Maria est venue me voir, je dois dire qu'avant ce film, je ne faisais que des fictions, des films grand public, donc je n'ai pas fait de films documentaires. Але ще з часів Революції Гідності стало зрозуміло, що те, що відбувається довкола нас, набагато сильніше, ніж будь-який вигаданий сценарій, будь-яка художня реальність, і потрібно було іноді просто брати в руки камеру, хоча б смартфон, і фіксувати все, що ми бачили довкола. D'autre part, depuis la révolution de la dignité, il est devenu clair que la réalité est plus forte que la fiction. Tout ce qui nous arrivait, tout ce qui s'est passé autour de nous, on ne pouvait
pas l'inventer, en tout cas c'était plus fort que la fiction. Il suffisait juste parfois de prendre la caméra ou ne serait-ce que son smartphone et filmer cette réalité. Коли Марія звернулася до мене з пропозицією зняти фільм про жінок, які захищають Україну, моя реакція була миттєво так, тому що я розуміла, що це щось дуже важливе, навіть незважаючи на те, що я не знаю, якими інструментами користуватися і як розповідати ці історії. Et lorsque Maria est venue me voir en me proposant de faire un film sur les femmes, j'ai répondu oui tout de suite, sans même savoir à l'époque comment m'y prendre, par quels moyens, etc. І відтак я зняла 2 фільми для цього проєкту. Один про відому українську парамедичку Тайру. Цього року ви можете, минулого вже року, можливо, ви чули, вона була в полоні. Але, на щастя, вона знову з нами в Україні. Тобто після всього, що вона пройшла, вона відновлюється і має сили знову воювати, тепер уже на фронтах культурної дипломатії. Et donc, au final, j'ai tourné 2 films, l'un dédié à une femme médecin donc du service paramédical, Taïra, peut-être que vous avez en mémoire ce nom. Elle avait été capturée par les Russes, elle a passé par des mois de captivité. Elle est heureusement libérée, elle a pu se reconstruire et aujourd'hui, elle continue à contribuer à notre effort de guerre sur un autre front, sur le front culturel. А другий фільм розповідає про дивовижну, на мій погляд, жінку. Її звати Андріана Сусак. 2014 року вона пішла в добровольчий батальйон воювати Айдар, була штурмовичкою, звільняла українські міста, пройшла справжнє пекло і вийшла з нього все одно чистою, доброю, світлою людиною. Le deuxième film était dédié à une femme absolument exceptionnelle, Adriana Soussak, qui était dans le service actif, dans le bataillon Haïdar, qui a fait partie de ces troupes de combat et qui a mené des offensives et qui a pu en sortir vivante. Et c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Минулого року вона воювала в силах спеціальних операцій. І 2 місяці тому вона їхала в цивільній машині, наїхали на міну, вона була поранена сильно, але зараз відновлюється. 2 дні тому ми з Марійкою були у неї в госпіталі. Ми подруги тепер. І хочу передати вам привіт від Андріани. Elle a fait partie ensuite des forces spéciales et il y a 2 mois, elle a malheureusement sauté sur une mine avec son véhicule. Elle a été très fortement blessée, mais heureusement, elle s'est rétablie aujourd'hui. Il y a quelques jours, nous toutes les deux nous l'avons rendu visite. C'est devenu une amie et aujourd'hui, je suis chargée de vous transmettre un bonjour de la part d'Adriana. Donc, ensuite, vous avez tourné votre propre documentaire, vous en parliez à propos du Festival de Cannes, donc La Terre est bleue comme une orange, qui a été primé en 2020 au Festival de Sundance aux États-Unis et qui est donc un très grand prix, meilleure réalisatrice tout simplement, vous voyez qu'elle est modeste. Et c'est là où l'histoire devient intéressante. C'est-à-dire que Irina a commencé par filmer et raconter l'histoire de femmes combattantes. Et dans son propre documentaire, elle reste dans la guerre, mais elle passe du côté des femmes civiles. Et donc elle va raconter, pendant 1 an, elle s'installe dans une famille ukrainienne, et elle raconte la guerre vue depuis un foyer ukrainien, depuis les civils. Alors quand je dis une famille, en réalité je devrais dire chez des femmes, parce que le personnage principal, le personnage réel, bien sûr, puisque c'est un documentaire, est une femme littéralement extraordinaire, qui a fait de sa maison, de son salon, un plateau de cinéma, qui a 2 grandes filles, et ces 2 grandes filles racontent elles aussi, un petit garçon. Et donc c'est la guerre vue à travers ces personnes donc, qui sont des civils. Est-ce que c'était un choix pour vous, Irina, de prendre un foyer avec des femmes, spécialement, hein, puisque c'est un foyer, l'homme n'est pas là, il est sur le front. Est-ce que pour vous c'était un choix, ou c'était au contraire, ça s'est fait comme ça par affinité? Est-ce que vous vouliez montrer ces femmes dans la guerre, ces femmes civiles? Раніше я була спостерігачкою, і
Мені важливо було зрозуміти, що відчувають люди, які перебувають в зоні війни, і ті, хто в армії, і ті, хто з іншого боку. І так, цей фільм був спробою зрозуміти, що як воно бути цивільним людям у прифронтовій зоні, але водночас я переслідувала якусь егоїстичну мету. Мені також хотілося зрозуміти, чи має мистецтво хоч якусь силу, і для чого це все, для чого ми продовжуємо розповідати ці історії. Donc j'étais en effet observatrice et ça m'était intéressant de voir ce que ressent une personne civile, mais aussi une personne combattante, et surtout ce qui se passe dans cette zone frontalière, dans cette zone de guerre. Donc je me suis installée pour observer, et effectivement c'était une façon de voir ce qui se passe, de vivre la vie de ces gens. Mais la deuxième question que je poursuivais était de savoir, est-ce que l'art a une force, est-ce que l'art est capable de dire quelque chose, et donc c'est ce double objectif que j'ai poursuivi en préparant ce film. І коли я зустріла цю родину, я зразу зрозуміла, що вони не пересічні герої, тому що це мама-одиначка, 4 дітей, які, живучи у прифронтовій зоні, ухитрялися жити повноцінно, наскільки це можливо, і знімати про себе аматорські фільми. І це сказало мені, що насправді це їхній спосіб бути не просто жертвами цієї війни, а хоч щось контролювати, розповідати іншим людям історії про себе. І дуже хотілося показати світу таких українців, які залишаються сильними, які продовжують любити життя, мистецтво і, знову ж таки, які говорять про те, що життя не зупиняється разом із війною.